On n'y pense quasiment jamais, mais juste là, sous nos pieds, il y a un monde invisible qui s'active en permanence. Un réseau immense, complexe et surtout vital qui s'occupe de l'une de nos ressources les plus précieuses. C'est le monde caché de l'assainissement de l'eau. Et aujourd'hui, on va mettre un coup de projecteur sur ces rouages secrets. On s'est déjà tous posé la question, non? Quand on tire la chasse d'eau, quand l'eau de la vaisselle ou de la douche disparaît dans le siphon, elle va où concrètement? Eh bien la réponse est beaucoup plus fascinante qu'on pourrait le croire. En fait, elle plonge dans un véritable labyrinthe souterrain. Il faut imaginer, regardez cette carte. Ça, ce n'est qu'une seule région opérationnelle. Ça représente des milliers de kilomètres de canalisation, de stations de pompage, de centres de traitement. C'est une ville invisible qui bosse pour nous 24 heures sur 24, juste sous nos pieds. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, on va faire une sorte de voyage en zoomant progressivement. On va commencer par la vue la plus large, celle d'un bassin fluvial tout entier. Ensuite, on va se rapprocher de nos villes. Puis, on regardera carrément à l'intérieur des tuyaux. On verra aussi ce qui se passe quand on est hors réseau. Et enfin, on prendra un peu de recul pour voir comment tout ça s'emboîte parfaitement. Alors, tout commence vraiment à une échelle immense. Bien avant de penser à une canalisation ou à une ville, la gestion de l'eau, elle, se pense à l'échelle d'un écosystème, le bassin fluvial. Parce que l'eau, elle, ne connaît pas les frontières administratives, évidemment. L'outil principal à ce niveau, c'est le SDAG. C'est un nom un peu technique, mais il faut voir ça comme la constitution de l'eau pour une très grande région. Par exemple, pour le bassin Seine-Normandie, c'est ce document qui fixe la stratégie sur des années pour protéger la ressource en eau, aussi bien en qualité qu'en quantité. Et attention, ce n'est pas juste un document avec de belles intentions, loin de là. Le SDH, il a une vraie force juridique. Il impose sa vision aux décisions locales. Un permis de construire, par exemple, qui est défini dans le plan local d'urbanisme, doit obligatoirement être compatible avec les grandes orientations du SDH. Le grand plan impose sa logique jusqu'au plus petit projet. Bon, maintenant qu'on a vu le plan d'ensemble, descendons d'un niveau. Comment est-ce que cette grande stratégie de bassin fluvial se transforme en règles concrètes que les constructeurs doivent suivre tous les jours sur le terrain? La réponse, elle est là, et elle tient en deux mots, qualité et pérennité. L'enjeu est absolument énorme. On ne construit pas un réseau pour qu'il dure quelques années, mais pour des décennies, parfois même un siècle. C'est un véritable héritage qu'on construit pour les générations à venir. Et pour ça, il y a un concept clé, la rétrocession. Quand un promoteur immobilier crée un nouveau quartier, il doit construire le réseau d'assainissement. Mais ce réseau sera ensuite géré par la collectivité. La rétrocession, c'est ce moment de transfert. C'est un peu comme un contrôle technique ultra poussé avant même de pouvoir vendre la voiture. Ça garantit que le réseau est absolument impeccable quand il devient public. Comme ça, la collectivité n'hérite pas d'un cadeau empoisonné. Et cette recherche de qualité, elle va dans les détails les plus infimes. Regardez, pour une simple connexion d'une maison au réseau, tout est spécifié. L'angle exact des tuyaux, le type de boîte de branchement, rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Parce qu'un petit défaut ici pourrait causer des problèmes sur des kilomètres. Et au milieu de toutes ces règles, il y en a une qui est fondamentale, une règle d'or, gravée dans le marbre de tous les plans d'urbanisme, le principe de séparation. Les eaux de pluie et les eaux usées doivent circuler dans des tuyaux différents. C'est non négociable. Pourquoi? Parce que si on les mélangeait, les stations d'épuration seraient complètement surchargées à la moindre grosse pluie, ce qui augmenterait les risques de débordement et d'inondation. Allez, on continue notre zoom. On a vu les grands plans, les règles de la ville. Maintenant, on va plonger à l'intérieur même des canalisations pour comprendre comment on s'assure que tout ce réseau souterrain reste en bonne santé. Inspecter des kilomètres de tuyaux enterrés, ce n'est pas une mince affaire. C'est un processus super méticuleux. D'abord, on fait un grand nettoyage à très haute pression. Ensuite, on envoie un petit robot caméra pour une inspection télévisée, l'ITV, qui va chercher la moindre fissure, le moindre défaut. Et pour finir, on fait des tests de pression pour être sûr que tout est parfaitement étanche. Mais la surveillance d'aujourd'hui, c'est avant tout ça, de la donnée. Le réseau est truffé de capteurs qui envoient des infos en permanence. Regardez cet exemple. On voit que les pluviomètres sont à 100% de fiabilité, les capteurs aussi, c'est parfait. Mais là, la pompe 1, elle, n'est qu'à 75%. Le système vient de détecter une anomalie. Et donc, avant même qu'une panne ne survienne, une équipe peut être envoyée pour faire de la maintenance préventive. Jusqu'à maintenant, on a parlé du grand réseau collectif, le fameux tout à l'égout. Mais que se passe-t-il dans les zones plus rurales, isolées, là où il n'y a pas d'égout? Là, on change complètement de perspective, on entre dans le monde de l'assainissement non collectif. On a donc bien deux mondes. D'un côté, le collectif des villes, avec le réseau public. De l'autre, l'assainissement non collectif, ou ANC.
Là, c'est un système individuel, une sorte de fosse septique moderne qui traite les eaux usées directement sur le terrain de la maison. Mais attention, ce système est très très réglementé par un service public qui s'appelle le SPANC. Pourquoi contrôler des installations privées avec autant de rigueur? Parce qu'un seul système défaillant peut polluer tout un environnement. Et c'est particulièrement critique dans ce qu'on appelle les zones à enjeux sanitaires, près des plages, des zones de pêche, des points de captage d'eau potable. Là, le moindre problème peut avoir des conséquences graves. Les contrôles y sont donc encore plus stricts. 10 ans, c'est la durée maximale entre 2 contrôles obligatoires pour une installation individuelle. Ce chiffre, il n'est pas choisi au hasard. Il montre bien qu'on s'inscrit dans le très long terme. Et il rappelle que chacun a sa part de responsabilité dans la protection de cette ressource qui est commune à tous. Allez, reprenons de la hauteur. Après avoir zoomé sur chaque niveau, on va voir comment toutes ces différentes couches de planification, de règles, de technologies s'emboîtent les unes dans les autres pour former un système qui est à la fois cohérent et résilient. En fait, tout est articulé de manière hiérarchique, un peu comme des poupées russes. Tout en haut, on a le SDH, qui donne les grandes orientations pour tout le bassin. En dessous, le PLU de la ville traduit ça en règles d'urbanisme. Et à la base, les guides techniques qui dictent précisément comment on doit construire. Chaque niveau dépend de celui du dessus. Et toute cette philosophie, elle est parfaitement résumée dans cette phrase « De la qualité des réseaux privés dépend le bon fonctionnement du réseau public ». Ça veut dire que chaque élément est interdépendant. C'est une grande chaîne où chaque maillon compte, du plus grand plan directeur jusqu'à la plus petite canalisation privée. Ce réseau est un héritage technique absolument incroyable. Mais il doit faire face aujourd'hui à des défis immenses. Le changement climatique, l'urbanisation, les nouvelles pollutions. La vraie question, ce n'est plus seulement de savoir comment il fonctionne, mais plutôt de se demander s'il sera assez solide pour continuer à nous protéger demain.